Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Donc, je m'appelle Yves Siama, je suis journaliste scientifique et j'ai le plaisir de modérer cette table ronde de clôture. Peut-être un certain nombre des gens qui sont à cette table ont déjà parlé, donc je ne vais pas les présenter. Ceux qu'on n'a pas vus, c'est Mathieu Grosjean qui est ici, qui est directeur du département biodiversité, génie écologique et climat chez Aegis Group, si j'ai bon. Et Alain Verne, qui est membre de l'équipe écologie des systèmes anthropisés au CEF. Voilà, donc on va commencer la discussion. Je pense que tout le monde est OK ici sur la validité et l'intérêt des solutions fondées sur la nature. Ce qui va être intéressant de discuter, c'est comment les faire adopter et comment les mobiliser du côté des décideurs et des gestionnaires. Et donc, un peu pour lancer la discussion, je me suis dit qu'on pourrait, en ces temps déprimants, demander une success story des SFN à chacun de nos participants et éventuellement d'utiliser ça pour apporter un commentaire ou une contribution ou un lancement à la discussion. Donc, je ne sais pas très bien dans quel ordre il faut procéder, mais Mathieu Grosjean, peut-être que vous seriez d'accord pour commencer? C'est la lourde tâche Vous d'ouvrir la table en ronde. préparant que Je me fais jeter sous le bus directement. Ok. c'est un bus bienveillant, vous inquiétez pas. Eh ben, bonjour à tous. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu assister à la journée. Là, malheureusement, mon agenda ne me l'a pas permis, donc j'arrive cet après-midi. J'espère que ce que je vais vous dire, ce ne sera pas trop redondant avec ce qu'on vous a déjà dit jusqu'à présent. Alors, j'ai peut-être un point de vue un peu particulier par rapport à beaucoup de gens qui sont dans la salle, puisque je travaille dans une entreprise privée et qui plus est un groupe d'ingénierie. Et donc, on est dans le volet vraiment conception, mise en œuvre, travaux de l'aménagement du territoire et de solutions de construction. Donc, Aegis, c'est un groupe d'ingénierie. Et donc, moi, je m'occupe de biodiversité et de changement climatique dans ce groupe d'ingénierie, donc avec un rôle aussi un peu particulier par rapport à l'ensemble de la trame. Donc, ce que je voudrais dire par rapport à leur success story, je ne sais pas si c'est le terme est peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'il est intéressant de souligner pour les ingénieristes, c'est que les solutions fondées sur la nature, et comme ça a été présenté un petit peu juste avant, ça fait bien longtemps qu'on en fait et on a des exemples de choses qui sont extrêmement rodées sur les questions de solutions fondées sur la nature, et en particulier pour tout ce qui tourne autour de la restauration écologique au sens strict. Je pense par exemple à tout ce qu'on fait en reméandrage, restauration de cours d'eau, en effacement de seuil par exemple, en système de protection littorale, notamment en zone tropicale, où on va dire de la recréation ou de la favorisation de reprise de mangroves ou de la restauration des continuités hydrauliques pour favoriser des écosystèmes côtiers. On a pas mal d'exemples aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Et puis, on fait souvent le classe. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez classé dans les solutions fondées sur la nature, c'est parfois un peu une question qui peut se poser. Il y a tout ce qu'on fait en compensation écologique. Enfin, je ne sais pas si vous avez tous ça en tête dans la salle, mais aujourd'hui, comme le Code de l'environnement, la loi biodiversité nous dit qu'on doit ne pas avoir de perte de biodiversité quand on fait de l'artificialisation ou de l'aménagement du territoire. Donc, ça veut dire qu'on doit faire de la restauration écologique. Donc, c'est la condition sine qua non à l'aménagement du territoire. Comme on n'arrive pas toujours à avoir enfin, quand il reste toujours des impacts des projets, on fait de la compensation écologique. Alors, on ne va pas lancer peut-être le débat sur la compensation qui mériterait qu'on en parle beaucoup, mais donc, quand on fait de la restauration écologique pour la compensation, on fait du génie écologique et on met en place des mesures, des solutions fondées sur la nature, mais qui n'ont que pour vocation de recréer de la biodiversité, qui n'ont pas d'autres fonctionnalités à proprement parler. Voilà, enfin, je ne vais peut-être pas être plus long que ça, non, il y a beaucoup de... On peut commencer le tour comme ça et poursuivre après. Agnès Alossery, vous introduiriez la suite de votre propos? Ouais, bon, moi je suis ni décideur ni gestionnaire, mais en fait au Comité français de l'UICN, on travaille beaucoup avec ces acteurs-là, donc qui sont ceux qui vont finalement demander à ce qu'il y ait des solutions fondées sur la nature sur leur territoire, qui vont aussi être maîtres d'œuvre. Et on travaille sur les retours d'expérience. Donc en fait, avoir une success story, en fait, on en a des dizaines. Puisque le but, c'est de faire un peu la preuve du concept, disait Xavier tout à l'heure, etc. Donc, de montrer que c'est faisable, que ça ne coûte pas forcément très cher, qu'on peut mobiliser des compétences techniques et puis de voir, par rapport aux standards que je présentais ce matin, est-ce que voilà, ça permet
d'appliquer un peu tous ces critères, ces garanties sociales et environnementales. Donc, on a travaillé sur changement climatique, solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques avec le prisme adaptation et réduction des risques. On a travaillé sur la question de la gestion de l'eau, des risques liés à l'eau, pour être plus précis. Et donc là, surtout les aspects un peu inondation, érosion, glissement de terrain. Je veux dire, on avait malheureusement un peu le nez creux puisqu'on est en train de finaliser un travail sur prévention du risque incendie dans les forêts, donc plutôt des solutions fondées sur la nature en forêt, et ça a été initié il y a 2 ans, c'était avant les actualités de cette année. Et on est en train de réfléchir au démarrage d'un cycle sur sécurité alimentaire, et c'était avant le démarrage de la guerre en Ukraine aussi qu'on avait identifié cette thématique, mais voilà, pour dire qu'elles sont en tout cas d'actualité. Et donc, ces success stories, on fait des recueils qui sont aujourd'hui organisés par thématique. Et si les chercheurs veulent trouver des cas aussi, se répartis un peu dans toute la France. Donc, je vous invite à voir ces brochures-là si vous voulez voir un peu de l'existant, puisqu'il peut y avoir… nous, l'objectif, c'est que ce soit un projet qui roule, en fait. Donc, il a souvent été… les travaux d'aménagement ont été faits plutôt dans les années 2010, mais en tout cas, c'est fini. Donc, on peut voir des résultats et avoir un peu de recul aussi sur ces projets. Ok, merci. Je voulais vous demander ça, Mathieu Grosjean. Vous parliez de recul, mais vous avez des reculs de combien de temps sur ces aménagements que vous avez faits? Il y a des aménagements qui ont plus de 20 ans, voire plus de 30 ans dans certains cas. Ouais. Ok. Bon, du coup, ça fait de la matière pour les chercheurs qui voudraient… Martine, vous voudriez dire un mot là-dessus? Success story, je voulais présenter, hein. Ouais. C'est Solubiode. C'est vrai que quand j'ai présenté, donc on avait déjà discuté avec Xavier et puis Philippe qui a été quand même un bon partenaire dans l'écriture du projet. Mais quand le PDG du CNRS m'a dit oh mais voilà, les solutions fondées sur la nature avec tous les écologues qu'il y a à Montpellier, ça ne sert à rien. Enfin, on sait tout. Alors, c'est là où je lui ai sorti le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, où montrer qu'il n'y a rien au niveau mondial. Alors en France, je pense que là, ma main ne va pas suffire. Aussi, le nombre de… bon, il y a Sandra, évidemment, qui dit beaucoup là-dessus. Mais après Sandra et ses partenaires, évidemment, dans différents projets. Mais voilà, on va s'arrêter là. Et donc, j'ai réussi à le convaincre qu'il fallait qu'on soit pilote de ce projet. Et je pense que pour moi, c'est vraiment une réussite parce que pour autant, il y a des expériences sur le terrain. C'est ce que je disais, les acteurs ont pris le concept en main, à différents degrés, soit, mais quand même, ils l'ont pris. Et ils n'ont pas de recherche forte derrière pour les appuyer, pour voir si, par exemple, sur des constats, est-ce que au niveau diversité génétique, au niveau évolution dans le temps, adaptation, est-ce que ça va marcher ou pas? Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment des réponses à leur donner. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la directrice de PGIS, je ne sais plus, elle a soutenu le projet avec nous, elle était présente devant le jury international pour montrer ce besoin qu'il y avait donc entre le passage entre la recherche et les partenaires privés. Et on était très contents qu'elle ait accepté au moins de faire une vidéo pour montrer à ce fameux jury international et les convaincre que sur le biode, c'était super. Non, mais c'est sûr sans doute qu'il y a là un moment clé, un moment où c'est possible d'avancer rapidement avec l'état de l'opinion, etc. Quoi, et de la recherche aussi. D'accord. Alain Vergne, vous êtes plutôt spécialisé des solutions au milieu urbain. Vous me disiez que vous parliez tout à fait. Moi, je suis enseignant-chercheur donc au CEF. Et au CEF, on est quand même assez nombreux maintenant à considérer la ville comme notre terrain de jeu favori pour nos études scientifiques. Et moi, je travaille plus spécifiquement sur donc la biodiversité des sols des villes, donc des organismes aussi importants dans le fonctionnement des écosystèmes, qu'assez peu finalement photogéniques et regoutants. Ce qui est intéressant en ville, et pour aller directement vers la success story que j'ai en tête, je voulais parler des agri-hoods, donc les quartiers alimentaires.
qui sont apparus en fait dans le nord des États-Unis et au Canada. Comment vous appelez ça? Les agri-hoods. Les Je ne suis pas agri-hoods, très bon en ok. anglais. Donc, Comme qu'on les pourrait vôtres. traduire maladroitement par quartier agricole ou quartier alimentaire, donc crise des subprimes à partir de 2007, des gens qui sont chassés de chez eux, et pour éviter les squats, les maisons sont démolies. Et ce qui fait qu'on était à la fois dans un contexte de déprise urbaine, de réelle déprise urbaine, même s'il restait encore des personnes, et pour les personnes restantes, qui subissaient des revenus, enfin des baisses très très fortes de leurs revenus, et bien des difficultés à s'alimenter. Donc on était face à la construction de déserts alimentaires, comme les appellent mes collègues sociologues, enfin SHS, pardon. Et donc, ces populations, de manière illégale, en squat, se sont mis à utiliser certains espaces devenus vacants pour recréer des jardins. Vu le succès en termes social, notamment de ces occupations illégales à la base, donc ça a été repris par le pouvoir politique locaux qui les ont appuyés et développés, mais également ça a été rapidement accompagné par les chercheurs pour essayer de comprendre finalement le fonctionnement vraiment au sens large de ces nouveaux espaces. Donc, en termes les sociologues et les SHS ont travaillé sur les questions d'appropriation, d'acteurs, et puis les écologues se sont mis également, notamment les écologues du sol, se sont mis à travailler sur des questions d'écologie des sols, donc les questions de pollution, et finalement, est-ce que ces nouveaux espaces étaient favorables à la biodiversité ? Puisque travaillant en ville sur les questions de végétalisation depuis un certain temps, et sans vouloir ternir cette success story que j'avais démarré, mine de rien, la biodiversité, quand on travaillait sur les services écosystémiques, ça restait un des parents pauvres, finalement, des stratégies proposées. Donc, c'est l'avantage des SFN, comme ça a été très bien expliqué ce matin, c'est-à-dire que la biodiversité, l'amélioration de la biodiversité, le rôle de ces solutions dans le maintien et le développement de la biodiversité est au cœur des SFN. Donc, c'est ce qu'il y a là aussi d'encourageant dans le développement de la biodiversité en ville. Oui, puis ça fait un joli croisement sciences de la nature, sciences SHS, quoi. Natalia, il y a un micro qui sont mal décalés, en fait. Donc, je dirais un success story d'artisans. J'espère que ça soit, je ne sais pas si c'est nous seulement, mais c'est le changement d'image qui ont les solutions fondées sur la nature. Je vous ai présenté ce matin l'étude qu'a fait Actéon et EGC sur les a priori totalement négatifs, donc en termes trop technocratiques, personne ne va le comprendre. Bon, ça, c'était en 2020. Et 2 années après, avec tout le réseau, je ne sais pas si, encore une fois si c'est seulement nous, mais je pense qu'avec le réseau au niveau des régions et cet contact direct du jour à jour avec les décideurs, maintenant, on va dire, on croule sur la demande. À chaque fois, ils se sont rendus compte qu'il fallait s'adapter. Et en plus, avec ce qui s'est passé cet été, et que les solutions fondées sur la nature sont vraiment une possibilité pour eux qui est importante. Et de tous les décideurs privés et publics nous demandent des formations, des outils, mais au moins ils ont changé la peur qu'ils avaient des concepts qui venaient d'Europe directement. Et ils pensaient qu'ils venaient de l'Europe alors qu'ils viennent de l'USL, mais c'était la première chose qu'ils disaient quand ils s'écoutaient. Et maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'est pas toujours bien utilisé, j'avoue, mais la peur face au concept a changé. Et une petite anecdote, success story, on va faire jeudi prochain une formation introductive aux solutions fondées sur la nature pour les décideurs privés. Et il y a 2 grands cadres de Veolia et Vinci qui se sont inscrits, parmi les premiers inscrits. Donc ça, on se dit qu'aussi les gros décideurs, Régis, c'est déjà dans la démarche, mais Veolia, c'était moins évident, et Vinci aussi. Et ils voient un intérêt aux solutions fondées sur la nature. Bon, après ce premier tour de table, je pense qu'on voit qu'il y a des opportunités, qu'il y a un moment peut-être un peu charnière, mais en même temps, c'est un changement d'échelle majeur dont on a besoin.
Le temps est en fait relativement compté. On sait tous la profondeur de la crise. Donc peut-être qu'il faut discuter un peu des obstacles à l'adoption et à la massification de ces solutions fondées sur la nature. Mathieu Grosjean, toujours, vous parliez, quand on avait évoqué la question d'obstacles assurantiels, de garanties sur l'avenir, qu'est-ce que vous entendiez par là? Ouais, alors, il y a pas mal d'exemples dans les freins ou dans les blocages. Enfin, disons qu'on va aujourd'hui, je dirais, dans la logique de conception, on va souvent opposer la conception, le génie civil, enfin, je vais au sens large, hein, c'est peut-être un peu caricatural, mais génie civil et solutions fondées sur la nature, hein, ça fait bien la distinction. C'est vrai que quand on est dans le domaine du génie civil un peu classique, traditionnel de la construction, on sait faire des calculs, on sait calculer des durées de vie, des tenues d'ouvrage, ce qui est de moins en moins vrai avec les changements climatiques. Mais enfin, en tout cas, on est capable de donner des chiffres et de rassurer l'assureur ou le banquier, ce qui est parfois un peu plus compliqué dans le cadre des solutions fondées sur la nature. Et donc, ça peut être, les risques assurantiels peuvent être un premier frein où le prix ou le coût des polices d'assurance, parce qu'on maîtrise mal les risques qui sont associés. Alors, quand on est dans le cadre de SFN, pour de la restauration écologique, on a peu de difficultés. Quand on est dans le cadre de SFN, qui est pour des services écosystémiques dans la ville, que ce soit pour la gestion de l'eau, pour de la tenue de talus, par exemple, on peut se retrouver, ou on avait les super digues tout à l'heure, en tout cas pour de la gestion des risques littoraux, ça peut être un petit peu plus compliqué. Après, si je développe encore un petit peu, quelques autres exemples de freins ou de sujets, mais qui sont peut-être autant de sujets de réflexion ou de recherche. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la formation qui est aujourd'hui extrêmement important et auquel on est très confronté. Enfin, il y a plein d'écologues à Montpellier, oui, il y a plein d'écologues à Montpellier. Pour avoir une équipe d'écologues au milieu d'une équipe d'ingénieurs en génie civil, je le vois bien, mais c'est quand même pas les mêmes profils. Et autant on a quelques génies civilistes repentis qui sont très forts en travaux de génie écologique et c'est extrêmement intéressant. Les écologues ne sont pas toujours très bons quand il s'agit de passer aux travaux et à la mise en œuvre concrète des mesures sur le terrain. Donc, un peu plus de croisement entre ces deux types de formation nous ferait beaucoup de bien. Et l'UPGE, là, qui est cité comme partenaire, là, avec qui on travaille énormément et dont on est membre, travaille aussi beaucoup sur ces sujets. Ce qui me paraît aussi important, peut-être pour conclure, pas monopoliser la parole, mais on a beaucoup insisté sur la vision globale. Alors, le terme holistique est très à la mode, mais enfin, il est assez représentatif. Et, en tout cas, nous, en tant qu'apporteurs de solutions, on est énormément confrontés à ça face à nos clients et aux collectivités territoriales en particulier, parce qu'on a en face de nous des services qui sont très segmentés et qui sont très silotés. Le service gestion de l'eau n'est pas le service gestion des déchets, qui n'est pas le service espace vert, qui n'est pas le service biodiversité. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les collectivités, mais on est beaucoup confrontés à ça. Et on voit bien que quand on a recours à des solutions fondées sur la nature, souvent, l'entrée, elle se fait par un paramètre. On veut la gestion de l'eau, on veut de la séquestration carbone, on veut de la biodive, on veut optimiser un sujet. Et souvent, le retour qu'on a, c'est vouloir optimiser un sujet se fait au détriment des autres paramètres. Et c'est là qu'on se retrouve avec des problématiques de maladaptation. On a beaucoup d'exemples à travers le monde de séquestration carbone par de la plantation d'eucalyptus. Alors certes, on a une croissance très rapide, on a beaucoup de biomasse en peu de temps, on a des catastrophes en termes écologiques, en termes de cycle de l'eau, etc. Donc, en tout cas, c'est ces sujets de vision holistique. Et puis, pour terminer, dernier point, le dernier point dont on a besoin aussi, c'est certes, nous, on a des retours d'expérience, mais ils sont empiriques. Et donc, d'avoir une recherche qui nous aide à faire la preuve de l'efficacité sur le long terme de solutions fondées sur la nature dans des contextes d'optimisation, des choix de plantation, des panels d'espèces en fonction des zones géographiques, etc. Ça nous aiderait énormément. Je vais donner la parole à la salle en fin de table ronde. Déjà, pour l'instant, j'invite tous ceux qui sont là à vraiment jump in, comme disent les anglo-saxons. Martine, oui, je voudrais justement poser, parce que tu m'ouvres une fenêtre auquel je n'avais pas pensé, par exemple, tous ces problèmes de refus ou d'assurance. Est-ce que, par exemple, les UCN, vous avez aussi, dans ce que tu as montré, c'était aussi plutôt des success stories. Est-ce que vous avez aussi recensé les unsuccess stories et pourquoi ça ne marchait pas? Je n'ai pas vu ça dans vos catalogues pour l'instant. J'ai regardé que ce qui marchait bien, mais peut-être j'ai fermé les yeux quand c'était pas bien. Non, c'est vrai, tu as raison. On est en train de se poser la question, en fait, puisque
ces recueils d'expériences qu'on fait, ça sert aussi beaucoup en fait de pédagogie parce que il y a un assez gros réseau qui va nous répondre, nous faire remonter des choses et en fait on va faire ensuite du cas par cas en disant désolé mais vous en fait c'est pas vraiment une solution fondée sur la nature et puis on essaie de recadrer le concept. Alors soit c'est des travaux qui sont à un stade de planification et puis avec un peu de chance ils corrigent le tir mais nous derrière on va pas faire le suivi. Soit c'est fini et puis on est plutôt en train de leur expliquer vraiment ce que c'est le concept et s'ils veulent se relancer dans des projets de solutions fondées sur la nature après. Mais on n'a pas de retour, enfin, on les consigne pas à l'heure actuelle et on voudrait commencer à le faire quand c'est j'ai essayé de faire une solution fondée sur la nature, mais les espèces n'ont pas pris ou le truc s'est écroulé, des choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, on ne le garde pas et on est en train de se dire peut-être que pour tout ce qui est vraiment sur aide à la mise en œuvre, ça pourrait être utile. Donc, ce serait un peu une deuxième phase sur ces aspects-là. On dit que les journalistes s'intéressent qu'aux trains qui arrivent en retard, mais apparemment, les scientifiques s'intéressent surtout aux trains qui arrivent à l'heure. Natalia, vous disiez que vous aviez recensé en fait les obstacles dans le cadre du projet Artisan. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites là sur lesquelles vous voulez commenter d'autres? Sur peut-être la transdisciplinarité et des formations aussi. Si je vous donne un cas très concret, et pour la restauration au milieu urbain, ça se passe, et c'est lié à un frein que c'est le foncier. Donc, ça se passe chez les personnes et on ne peut pas arriver chez quelqu'un et leur dire, bon, on va faire restauration ici, et c'est à eux, c'est leur terrain. Et aussi lié à ce qu'on discutait hier sur les valeurs non matérielles de la nature. Donc, dans le cas de notre projet en Bretagne, on veut restaurer des zones humides et aussi fermer des plans d'eau. Et ces plans d'eau ont parfois, parce que ça évapore, ils n'ont pas du tout utilisé, même pas pour l'abreuvage, parce que le problème de cyanobactéries, c'est des plans d'eau décoratifs, mais qui ont été ouverts par le grand-père ou la grand-mère. Donc, il y a une grande part affective. Et même s'ils sont intéressés à restaurer, tout leur paraît très bien, mais passer à l'action, c'est très compliqué et ce n'est pas des écologues, des techniciens de rivière qui ont toute d'expérience, des hydrobiologistes et des hydrologues qui peuvent expliquer sur le terrain ce qui va se passer, pourquoi et tout. Après, sur la partie sociale et un peu, je ne sais pas si irrationnelle, mais culturelle, c'est difficile d'agir. Et donc, là, la concertation est très importante, mais souvent, quand on est dans la partie très technique, biologique, écologie, on n'a pas ces mains. Là, on travaille avec un géographe qui est plutôt expert sur la matière, et même pour lui, c'est dur. Donc, c'est là où, je ne sais pas si les formations doivent s'élargir, ou en tout cas, nous parler entre les différentes domaines d'expertise. Si je peux rebondir Oui, là-dessus, bien sûr. en essayant de réfléchir aux obstacles, j'ai essayé de référencer un peu pour chacun de ces projets qui sont dans nos recueils d'expérience. On demande aux porteurs de projets quels sont les freins que vous avez rencontrés, quels sont les leviers, ce qui a été particulièrement favorable au projet. Et c'est exactement ce que Natalia vient de dire. Enfin, en tout cas, celui qui revient le plus fréquemment, c'est l'enjeu du foncier. On a pas mal de cas, par exemple, sur tout ce qui est aspects littoraux, gestion de l'eau, on a travaillé avec le Conservatoire du littoral là-dessus. Et donc, eux, ils ont en plus un mandat d'acquisition foncière. Et donc, en fait, soit l'acquisition va finir par arriver à terme, mais en fait, c'est des processus très longs. Donc, finalement, vous avez, et parfois, il peut y avoir des désynchronisations entre le moment où vous avez les crédits pour faire une solution fondée sur la nature et puis, en fait, le propriétaire va accepter de vendre son terrain au bout de 3 ans. Alors après, ça passe pas que par l'acquisition, mais si c'est pas une démarche d'acquisition, ça va être de la discussion, de la concertation, comme disait Natalia, et sur certains cadres, dans certains projets, par exemple même de restauration des cours d'eau, en fait, le projet, on renature la rivière, etc. Puis après, sur cette parcelle-là, non. Et puis après, on va essayer de pouvoir le continuer parce que parfois, donc on a des solutions un peu parcellaires et c'est vrai que c'est dommage quand on fait cette approche à l'échelle du paysage. En ville en particulier, alors nous, on n'a pas beaucoup de cas en ville pour l'instant parce que c'est un milieu sur lequel on ne s'est pas trop penché. Mais en tout cas, pour quelques cas quand même qu'on a, le foncier, les enjeux sont encore plus prégnants
à cause simplement des difficultés d'accès, parce qu'il y a plein de choses autour. Donc, on ne peut pas arriver avec des engins pour faire des travaux parce qu'on a des canalisations, potentiellement de l'amiante, enfin des tas de matériaux. Ça avait été aussi abordé par la présentation d'Annie Avermeur ce matin. Donc, voilà, en milieu urbain, c'est un peu exacerbé. Sur les aspects aussi attachement, enfin les réticences locales, en fait, on peut les classer de mon point de vue en trois aspects. Soit il s'agit d'une modification de paysage, donc là pareil, c'est oui, mais ce plan d'eau, je l'aime bien, ça fait partie de mon paysage, ou alors pour certains aménagements littoraux, ça peut passer par l'enlèvement d'arbres en fait, et qui font partie de la balade dominicale des utilisateurs du lieu. Donc il y a besoin de beaucoup de pédagogie, de concertation et de pouvoir expliquer que les paysages vont changer en fait, et que si c'est pas enfin, qu'on essaye d'anticiper ça en accompagnant aussi les écosystèmes par les solutions fondées sur la nature. Il y a les changements d'usage. Sur un cas très proche d'ici, pour le Petit et le Grand Travers à Carnon, il y a eu une destruction de routes départementales, de sites de caravaning, de parking, etc., pour pouvoir restaurer le cordon dunaire ou bien les chemins d'accès à la plage. Les usagers, ils ont dû changer leur pratique de la plage, on va dire. Et puis, le dernier aspect, ça va vraiment être sur la manière dont les gens gèrent l'espace. Donc là, peut-être plutôt des cas, par exemple, en milieu agricole, quand on fait de la restauration de zones humides, etc., et que les pratiques agricoles ont l'habitude de faire beaucoup de drainage, on repense en fait l'usage de l'eau. Et donc ça peut être un peu les réticences et les obstacles qu'on va trouver à la mise en œuvre des SFN. Et donc, soit ça passe par de la concertation et de la médiation, soit ça casse. Et là, j'imagine que dans tous les projets qu'on ne valorise pas, il y a ceux qui n'ont pas pu se faire parce que ces choses-là ont échoué. Et peut-être un dernier point nouveau, c'est les obstacles qui peuvent être réglementaires. Et ça, j'ai trouvé ça assez paradoxal, mais intéressant. Si on prend ne serait-ce que le cas de sites Natura 2000, par exemple, où quand on a des espèces à enjeu ou des habitats à enjeu, en fait, la solution fondée sur la nature, alors, soit elle passe par la protection des écosystèmes, mais en fait, on a peu de cas qui remontent là-dessus, donc c'est super intéressant que Solubiot travaille dessus. Mais sinon, en fait, on est quand même sur de l'aménagement. Et donc, il y a des associations de protection de l'environnement qui font leur travail et qui disent, oui, mais vos aménagements, qu'est-ce que ça va donner pour cette espèce qui s'est accommodée de ce milieu, plus ou moins anthropisé. Donc, il y a des procédures, des consultations, etc., des demandes de dérogation. Et donc, voilà, on en revient un peu à la question d'expliciter les compromis et les choix aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire par cette mesure et quel est l'impact sur l'écosystème existant et l'écosystème voulu. Voilà ce que je peux dire sur les obstacles. C'est bien. Alain Bern, vous vouliez réagir? Oui, je voulais rebondir un peu sur ce qui se passe en ville, justement, et un risque peut-être de rendez-vous raté qu'il pourrait y avoir entre les actions de revégétalisation et de végétalisation qui pourraient ne pas être des SFN finalement. Donc, un contexte très rapide. Donc, on est en train de réfléchir à désimperméabiliser les villes dans le cadre du zéro artificialisation net. Alors, c'est la fin de journée, je n'ai plus les chiffres en tête, vous m'excuserez. Mais même si on devait diminuer de moitié le rythme de l'artificialisation, on serait quand même en théorie sur des surfaces à désartificialiser qui sont absolument démentielles, avec évidemment comme motivation, une de motivations principales, celle d'améliorer le cycle de l'eau, l'infiltration de l'eau, et donc de diminuer la vulnérabilité des villes, car oui, nos villes sont vulnérables au changement climatique. On a commencé à s'en rendre compte face à des événements de pluie extrêmes. Donc, si je prends par exemple l'exemple des cours d'école, dont la désimperméabilisation des cours est financée par les agences de l'eau, pour l'instant, dans la majorité des cas, aucun suivi de la biodiversité des sols n'est prévu dans ces projets. Or, sans biodiversité des sols, on a énormément moins de porosité des sols. C'est les vers de terre, les fourmis, tout un tas d'autres organismes qui, par leur activité, vont créer des galeries et donc permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc, c'est un rendez-vous raté finalement à deux niveaux, à la fois sur le fonctionnement de ces nouveaux sols désimperméabilisés vis-à-vis de l'eau, mais également de leur capacité à accueillir de la biodiversité. Et or, ça a été très, très bien présenté tout au long de la journée. Sans biodiversité, ça peut être intéressant à différents niveaux, mais ce n'est pas de la SFN. Et dernier point, pour conclure sur cet exemple,
et pour rebondir là aussi sur les questions réglementaires, et pour travailler de plus en plus avec des opérationnels sur ces questions de désimperméabilisation des cours d'école, ils sont face finalement à un nombre de points réglementaires absolument dantesques qui va jusqu'à la taille des copeaux, l'essence des copeaux quand on met des copeaux, la palette végétale qui ne doit pas griffer, pas attaquer, etc. Mais en même temps, on est en train de recréer des espaces où, a priori, une biodiversité spontanée devrait s'installer. Donc, on est là face finalement à un élément extrêmement intéressant qui sont étudiés par des collègues SHS d'ailleurs. Donc, finalement, une acceptation d'un léger risque lié à la biodiversité spontanée dans les écoles. Oui, certains enfants vont se faire mordre par des fourmis. Assez peu vont en sortir traumatisés, on l'espère. Alors que, par contre, les écoles sont situées dans des quartiers où, en tout cas, on a du mal à interdire la circulation routière autour des écoles et donc à améliorer la qualité de l'air dans les cours d'école. Je vous voyais aussi approuver tout à l'heure sur le besoin de formation. Je voudrais réévoquer ça un petit peu parce que ça me semble, à chaque fois qu'il faut changer d'échelle sur quelque chose socialement, il faut former plein de gens et puis, en fait, former des formateurs. J'imagine que c'est une grosse tâche. Comment vous imaginez ça? Quels sont les besoins les plus pressants? En tout cas, je pense que je peux commencer, mais il y a autant d'experts autour de la table que moi là-dessus. Mais de toute façon, c'est une formation qui doit être pluridisciplinaire, multidisciplinaire, comme vous voulez l'appeler. Mais c'est déjà un des premiers points qu'il va vraiment falloir franchir. Et pendant qu'on a monté le PEPR, on s'est aperçu qu'il y a ce manque crucial de formation, que ce soit en formation classique, on va dire universitaire, mais que ce soit aussi des formations d'experts ou des formations avec les gens qui ont les mains dans le cambouis et qui font des solutions fondées sur la nature. Et il y a peut-être des formations, mais elles sont vraiment tellement ponctuelles et jamais tous ensemble. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire avec Solubiol. On a même prévu, donc, puisqu'il y a cet axe quand même assez important de formation, on a même prévu des financements pour des ingénieurs d'éducation qui vont aider aussi, parce que on va pas dire à un maître de conf, allez, nous on sait tout, tu nous donnes ta classe ou ton master et on va tout faire. Non, on va plutôt essayer d'aider avec des ingénieurs d'éducation qui vont pouvoir permettre d'insuffler ces formations sur les solutions fondées sur la nature. Et ces ingénieurs d'éducation peuvent venir de tout milieu et de toute expertise. En tout cas, c'est ça qui sera intéressant. Et puis il y aura les fameuses chaires. Donc, si on arrive à identifier, je suppose qu'on identifiera des grosses lacunes, en tout cas dans nos connaissances et dans notre éducation, qu'elle soit universitaire ou surtout universitaire dans ce cas-là. Je pense qu'on on fera ouvrir avec les universités partenaires des chaires qui seront ouvertes là à l'international pour faire venir des experts dans certains domaines qu'on n'a pas en tout cas chez nous. Natalia, vous voulez dire quelque chose? Rebondir, c'est en lien avec la formation et le cas des cours d'école. Nous, on voulait faire un suivi de la faune des sols. Et la ville de Lille qui avance très vite sur la renaturation des cours d'école fait 2 par an, voire plus. Et ils vont toutes les faire. Et ils se sont lancés, ils ont dit oui au début. Mais après, ils se sont dit, on n'a pas les compétences. L'écologue, jusqu'ici, ils ont un écologue pour toute la ville. Ils font des centaines de projets. Et dans la ville de Muro, ils vont le faire. Ils se sont dit, on va essayer parce qu'on va apprendre les agents de la ville. Se sont formés, par exemple, le suivi végétal très classique, basique des pollinisateurs. Ils vont le faire. Ils se sont dit, d'accord, si on nous forme, on peut suivre Donc, c'est une question de aussi formation des techniciens, en plus de la formation initiale. La formation continue est super importante et tout le monde nous demande ou demande aux animateurs régionaux, artisans, quand est-ce qu'il y aura les formations pour les techniciens. Donc, on va lancer quelques-unes l'année prochaine. Et la formation aux décideurs, parce que les techniciens nous disent, j'ai besoin que mon élu soit formé et sensibilisé à ça. Et donc, on a commencé cette année, mais c'est 12 élus chaque année. Et le problème, c'est que les décideurs publics, les élus,
ne vont pas à la formation. Il faut que la formation vienne. Donc, on a fait une à Paris et c'était que la région parisienne. On essaiera de faire l'année prochaine en région, mais c'est sûr qu'on aura seulement les personnes de la région. Donc, il faut faire d'une façon beaucoup plus systématique partout. Bon, finalement, on a déjà commencé à attaquer ce que je voulais être la suite de cette discussion, c'est-à-dire les pistes de solutions et les préconisations éventuelles. Donc, bon, aller former les élus, ça pourrait en être une. Quels sont les besoins, selon vous, les plus pressants? Est-ce que c'est un soutien public plus fort que ce qu'il est actuellement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en avant dès maintenant pour faire aboutir plus vite ces solutions fondées sur la nature? Ouais, enfin, en plus de ces sujets de formation, je pense que si on veut accélérer un peu les choses, la formation est vraiment un axe très important. Enfin, formation académique, je pense qu'on en a déjà largement parlé. Effectivement, les formations professionnelles ou formations continues, c'est un petit témoignage du marché auquel on est confronté, y compris dans les collectivités. Hein. C'est des prestations qu'on nous demande de plus en plus quand on fait de la gestion différenciée des espaces verts ou de la gestion raisonnée sur des grands espaces, de former aussi les acteurs et les techniciens. Donc, on voit qu'il y a une vraie demande aujourd'hui sur tous ces sujets. Attendez, on parlait. Non, j'avais une seconde idée que j'ai perdue. Ça me reviendra. Moi, je voulais rebondir sur la question de formation. C'est finalement assez proche de la co-construction. Enfin, parce que c'est pas vertical la formation sur question d'aussi interdisciplinaire. Donc, en fait, est-ce que un des besoins, ce serait pas d'inventer des arènes de concertation, ou est-ce qu'à l'inverse, ces arènes existent déjà et qu'il faut les investir? Je sais pas comment vous voyez ça. Pardon, Après, excusez-moi. pas, non. J'ai comme l'idée m'est revenue, pardon, je termine. Excusez-moi, avant que ça reparte. Non, mais ça, en plus, c'est un petit peu en lien avec ça. Mais il y a un point qui est aussi important, en plus de la formation et de la co-construction, il y a beaucoup de pédagogie. Enfin, c'est venu pas mal dans les différents discours autour de tout ça. Il y a un point, je pense, qui est vraiment important à faire comprendre aux élus, au grand public, c'est que quand on livre un projet, vous livrez un viaduc, un pont en béton, le jour où vous le livrez, c'est là où il est le plus beau. Vous coupez le rideau, là il est tout neuf, flambant neuf, magnifique. Quand vous avez recours à des solutions fondées sur la nature, le moment où vous avez fini vos travaux, c'est pas beau, c'est pas fini. Il faut du temps, il va falloir 4, 5, 10 ans pour que ça prenne, pour que la végétalisation se fasse, que la C'est ce qu'on a vu sur le spontanée film tout à reprenne, l'heure. etc. Enfin, Mais c'est peut-être bête, hein, mais c'est hyper important quand l'élu vient inaugurer sa belle zone d'expansion de crue. S'il a un beau bassin en béton, voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Le jour où vous avez recours aux solutions fondées sur la nature, c'est hyper important parce que le jour où vous livrez, y compris pour les riverains ou pour les usagers, il peut y avoir une certaine réticence qui met du temps à se lever. Oui, enfin, aussi au niveau de la formation, je pense que, en tout cas, le projet Solubiode a été pensé. On m'a parlé tout à l'heure des Living Labs, et je pense que ce sera vraiment aussi un grand moment de formation dans les deux sens, hein, que ce soit la formation académique et la formation des professionnels, et ce sera un lieu d'échange. Et on est en train de discuter aussi avec le ministère de la Recherche et de l'Éducation sur d'avoir aussi ces Living Labs comme lieu d'enseignement, c'est-à-dire au lieu de faire de l'enseignement des solutions fondées sur la nature sur un banc d'école ou d'université, c'est d'aller les faire carrément là sur le terrain et de pouvoir labelliser les Living Labs comme lieu, enfin on est en train de réfléchir à ça pour pouvoir labelliser les Living Labs comme lieu d'enseignement. Peut-être moi, je peux rebondir sur l'aspect concertation. En pensant aussi un peu aux besoins qui peuvent être levés par la recherche. Je pense que c'est tout ce qui concerne, alors pour les geeks du standard mondial de l'UICN, c'est le critère 6 sur expliciter les compromis, etc. En fait, je pense que les travaux pluridisciplinaires sur les solutions fondées sur la nature et notamment tout ce que les sciences humaines et sociales peuvent amener pour ce qui est explicité, pour faire écho aux présentations d'hier, les différentes valeurs
qui sont portés par les différents acteurs et qu'est-ce qui va être important pour eux, ça va pouvoir permettre aussi cette acceptation de oui, d'accord, ça va prendre du temps, donc je vais perdre peut-être en qualité paysagère pour un temps, mais je vais gagner en sécurité sur mes biens, les personnes dans la ville, etc. Donc voilà, ça peut aider en fait à les démarches de concertation qui, elles, vont être pilotées par des porteurs de projets, les élus, etc. Et bon, il y a il y a des travaux, voilà, aussi les scénarios, les serious games, etc. Des choses qui sont développées par pas mal de communautés de recherche aujourd'hui et qui peuvent vraiment aider à jouer sur cet aspect de favoriser le dialogue entre tous les acteurs sur un projet de société commun. Puisque finalement, c'est ça que les SFN représentent aussi, c'est un projet de société commun, mais qui cherche à expliciter, pour peut-être parler un peu aussi des enjeux liés à l'investissement et sur les différences entre court terme, long terme. Il y avait aussi cet enjeu de l'analyse coût-bénéfice aujourd'hui sur l'évaluation des services écosystémiques qui seront rendus par la solution fondée sur la nature à long terme. Il y a un enjeu qui peut, alors voilà, moi je connais très mal le fonctionnement des régimes d'assurance et les différentes échéances auxquelles ils peuvent fonctionner, mais en me disant, voilà, finalement, ça, en investissement, ça me coûte moins cher, les retours sont plus lointains, mais j'aurai des retours sur investissement. Cette question du retour sur investissement pour les SFN est assez sensible, mais il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui, les investisseurs qui veulent faire des investissements verts, etc., commencent à se pencher sur la question. Et donc, il y a un besoin de démonstration aussi et de pédagogie en ce sens sur les coûts et bénéfices qui peuvent être monétisés ou non, si on en revient à ces questions de concertation et de dire, en fait, il y a des valeurs qui sont non monétaires et qui sont associées au projet des SFN. Ça pourrait faire une transition avec la question des besoins de recherche, en fait. Je ne sais pas ce que vous metteriez en avant comme priorité là-dessus. Il y a plein de choses qui ont été citées, notamment par ce que tu disais, Martine. Et vous, de votre côté, vous disiez que ce serait bien d'avoir des retours peut-être plus organisés, des bilans mieux tirés pour s'adresser avec aux gestionnaires et aux décideurs. Ouais, il y a certainement énormément de choses, énormément d'axes de recherche à développer. De mon point de vue, de ce qui vaut, le besoin prioritaire, c'est la démonstration de l'efficacité à grande échelle, et enfin en différents lieux suivant les modalités. Parce que je pense que ça nous donnerait énormément de poids pour convaincre du bien fondé des solutions fondées sur la nature. Mais est-ce que vous avez dit il y a très peu de temps que finalement vous aviez des projets sur lesquels vous aviez 20 ans de recul? Est-ce que ça, c'est pas déjà une démonstration d'efficacité? Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? C'est pas de la généralisation. Il y a plein de chercheurs ici, je vais faire attention à ce que je dis. Non, mais c'est pas de la généralisation. C'est pas parce qu'un cas, oui, on a des cas qui marchent, mais comme c'était dit tout à l'heure, ça reste extrêmement empirique. On a quand même, on voit, alors je ne vais pas forcément parler des projets Aegis, mais enfin globalement, on voit quand même beaucoup de projets qui se disent solutions fondées sur la nature, qui sont quand même des non-sens écologiques. On voit aussi beaucoup de projets avec des mortalités végétales, mais essentiellement, mais aussi animales, qui sont extrêmement importantes. Enfin, on voit bien qu'il y a énormément de dysfonctionnements et on tâtonne, et d'avoir du recul, de la généralisation, enfin, une approche scientifique réelle sur ces sujets nous aiderait beaucoup. Et au-delà de seulement, enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Et il y a aussi l'enjeu du suivi et des données. Alors là, les scientifiques y participent, mais ce n'est pas les seuls. Il y a des tas d'organismes qui peuvent y contribuer. Mais justement, pour qu'on puisse aussi tirer des résultats de recherche, nous, les projets avec lesquels on travaille, ils font du suivi des données biodiversité, par exemple, je sais pas, dans les 5 années après le projet. Puis après, s'il y en a d'autres qui sont faits, c'est plus directement lié avec le projet. Et donc, pour pouvoir réussir à prendre ce recul et tirer des résultats de recherche, on en parlait justement, les SFN, ça va donner des résultats à long terme. Souvent, il y a, puis finalement, après, on n'a plus les données pour faire la démonstration du projet. Et alors, là, je parle des données biodiversité, mais les données sociales, quasiment, il n'y a rien. On peut le dire. Pardon, s'il y en a quelque part. Juste peut-être sur ces besoins de recherche, et puis cette question finalement de la donnée et du suivi temporel. Le frein qu'on a, nous, pour faire du temporel chercheur, en fait, c'est d'avoir des financements qui soient récurrents. C'est-à-dire qu'on est sur une logique de projet et de projets de plus en plus courts.
On n'est pas loin des fois de l'aberration, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que des projets, des plans comme les PEPR Solubiode pourraient être vraiment une bouffée d'oxygène pour que les chercheurs puissent justement avoir des données qui permettent de répondre à ces questions. Et une piste aussi de réflexion qui pourrait être intéressante, c'est celle des sciences participatives. Alors, sciences participatives, c'est de la science avant tout, hein, c'est pour répondre à des questions de recherche, mais ça permettrait également d'être utilisé comme outil de formation et en tout cas d'essayer d'associer en fait les acteurs, les populations. Hein. Typiquement, bon, c'est un peu l'instant autopromo, hein, sur la qualité biologique des sols, avec Viginature, l'Université de Lorraine et l'INRAE, on a lancé un tout nouveau programme sur la biodiversité des sols qui s'appelle CUBES, comme un cube de sol. Bon, à la base, on était plutôt parti, c'était très centré sur les jardins, donc les zones déjà végétalisées en pleine terre. Et mine de rien, on est en train d'être de plus en plus contactés pour travailler dans des contextes de désimperméabilisation. Donc rapidement, on va tester, on va voir si ça fonctionne et on peut envisager à très court terme que des collectivités puissent s'en emparer avec une formation minime, voire pas de formation du tout, pour justement commencer à avoir des données sur leur potentiel SFM. On a pas mal parlé de modélisation aussi. Est-ce que selon vous, ça c'est quelque chose qui peut convaincre des décideurs si on arrive à leur présenter des modélisations ou pas tellement en fait? Est-ce que c'est plutôt un besoin purement scientifique? Je pense que la modélisation peut apporter surtout des scénarios. Et là, je pense que dans ces cas-là, si on arrive à montrer à des décideurs un scénario d'évolution, parce que comme tu disais tout à l'heure, quand on inaugure les SFN, c'est pas très joli, mais si en même temps on peut montrer à la population que dans 2 ans, 3 ans, voire 10 ans ou même 20 ans, ça va évoluer dans cette direction, je pense que c'est important. Et donc, c'est justement là où il y a aussi des challenges sur la modélisation des solutions fondées sur la nature. C'est que on revient toujours autour de la même chose, hein, mais c'est interdisciplinaire. On veut pas, la modélisation ne va pas montrer que seulement avec les pâquerettes, on a eu des bleuets. Il faut aussi montrer comment ce projet évolue dans la société, comment la société s'en empare. Enfin, il y a cette multidimension de cette modélisation qui va être hyper importante et qui n'existe pas vraiment encore. Donc, tout est à créer et tout est à faire. Et je pense que c'est super important que ça existe, en tout cas pour l'évolution des solutions fondées sur la nature. Et dans l'autre sens, il manque aussi une intégration à la phase de conception des projets. Je parle encore une fois pour l'adaptation au changement climatique des scénarios futurs. Des fois, on se lance plutôt sur ce qui s'est passé la dernière crue centennale, décennale, mais on n'a pas, au moment de l'arrêt de la proposition du projet, les scénarios à futur. Et donc là, il manque encore et c'est compliqué à faire parce que bien sûr, il y a énormément de paramètres qui jouent. Et donc là, la recherche est fondamentale. Oui, et sur cet aspect-là, nous, il y a plusieurs cas. Ceux qui disaient on a pu faire cette SFN et un des leviers principaux, c'est qu'on avait un fort soutien politique des élus, etc. En fait, c'était plutôt en réaction. C'était oui, parce qu'il y a eu une crue dévastatrice, parce que là, on a travaillé sur les risques incendies. Alors, il y en a quelques-uns qui a des incendies régionaux assez notoires dans les années précédentes. Et c'est parfois ça l'élément déclencheur. Et donc, de pouvoir proposer des scénarios qui diraient, on va pas être en réaction, là, on va être en anticipation en se fondant sur les scénarios du GIEC, en se fondant sur des scénarios sur d'autres aspects. On peut leur dire, voilà les différents faisceaux. Et alors, pouvoir faire ces scénarios et de la modélisation, de dire, si on choisit une solution fondée sur la nature, ça peut nous donner tel résultat, en combien de temps et pour à peu près quel coût. Si on fait une solution d'ingénierie grise, ça nous donnera telle chose, etc. Enfin, voilà, ça peut expliciter en fait les options et peut-être accélérer la décision puisque finalement, celle-ci se fait quand même plutôt en réaction à des situations de risque et que tant que le risque n'est pas vécu. Alors, ça se presse un peu en ce moment. C'est qui dit à tout malheur, bonheur est bon. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est peut-être aussi à cause de ça et la modélisation peut nous aider à aller un peu plus vite. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais je vais vous proposer de prendre la parole. Je sais que c'est la fin de l'après-midi et qu'on a eu
plein d'informations. Ouais. Ah, Alors, j'ai deux questions de la même personne d'ailleurs. Caroline Touré de la région Occitanie. Quid d'une obligation réglementaire d'étudier en amont les alternatives à l'ingénierie grise? Et la deuxième question, quel lien avez-vous avec les acteurs du droit? Je ne sais pas si ça rejoint une de ces questions, mais en termes de réglementation, effectivement, moi, je peux aussi rajouter une question qui m'a traversé l'esprit pendant votre discussion, les collectivités locales, notamment sur les risques de submersion avec le GEMAPI, vont devoir mettre en œuvre quand même un certain nombre de choses. Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas anticiper en allant leur présenter des solutions autres que des digues, du bétonnement qui ne marchent pas? Voilà. Et voilà, est-ce que parmi les solutions fondées sur la nature, il n'y a pas des choses qui ont déjà suffisamment fait leur preuve pour anticiper tout ce que les collectivités locales vont être réglementairement obligées de faire tout de suite dans les... bon, c'est des super questions. Qui se lance? Ouais, je pense que, alors, de toute façon, c'est sûr que les solutions fondées sur la nature vont obliger de revisiter les normes, les règles et aussi une partie de la législation, parce que je ne sais plus qui c'est qui l'évoquait hier, mais on a vraiment des réglementations en silo, hein, donc si on travaille sur l'eau, on a la législation de l'eau, mais sur l'eau, il y a des espèces envahissantes, donc c'est la réglementation sur les espèces envahissantes. Enfin, donc ça, il va falloir revoir parce qu'on ne va pas pouvoir travailler comme ça et revoir 10 réglementations en même temps. Donc ça fait partie aussi de notre challenge numéro 2, en espérant qu'avec justement nos collègues des sciences sociales, on arrivera à centraliser tous ces problèmes et de proposer justement à nos institutions législative, une nouvelle vue de ces solutions et comment aider, parce que l'idée, c'est d'aider les collectivités et pas leur donner 10 nouvelles réglementations. C'est vrai que je n'avais pas pensé aux assurances. Quand on a écrit le projet, on n'a pas pensé aux assurances, mais peut-être on pourra aussi. On a pensé au financement, mais plutôt les financements de ceux qui aident, pas de ceux qui embêtent. Pour ce qui est la prise en compte des solutions d'adaptation fondées sur la nature, on a mandaté un cabinet de juristes prestataires dans ce cas-là. Il fait une étude en ce moment, donc on espère avoir les résultats l'année prochaine sur comment ils sont prises dans toute la législation française. Et dans le cadre du réseau GEMAPI, on a participé, c'était pas moi, c'était ma chef Mathilde Loury, pour prêcher la bonne parole. Donc, on est dans la GEMAPI, on présente les solutions fondées sur la nature pour sensibiliser. Et d'ailleurs, un de nos sites pilotes, celui en Cayenne, qui va faire de l'ingénierie écologique pour mieux gérer les canaux urbains, il s'est basé sur cet aspect PI, puisque c'est eux qui ont la compétence GEMAPI et c'est comme ça qu'ils peuvent financer la partie qu'on finance pas nous de ce projet. Donc, il en a plusieurs porteurs de projets qui ont la compétence GEMAPI et c'est là l'excuse pour mettre en place. L'excuse, non, c'est aussi d'où vient une partie de l'argent pour mettre en place les AFL. Sur ces aspects juridiques ou d'obligations réglementaires, oui. Oui, je me demande, idée en l'air qui me vient qu'aujourd'hui, mais à quel point, en fait, on peut faire aussi le lien avec le E de la séquence éviter, réduire, compenser, puisque bon, bah, ça, c'est déjà dans la loi. Et en fait, bon, bah, tout travail, toute structure grise devrait faire l'objet d'une évaluation d'impact environnemental. Et alors, bon, bah, éviter, enfin, voilà, en fait, quand on essaie, on sait qu'il y a plein de défis à la mise en place de l'évitement. Et sur l'évitement, à quel point on va évaluer d'autres solutions qui sont complètement différentes en se disant, voilà, c'est pas parce que je vais mettre ma digue ailleurs que sur un espace marin sensible ou des choses comme ça, mais peut-être se dire, mais en fait, quels sont les autres outils que j'ai? Et puis, voilà, je ne dis pas qu'une solution fondée sur la nature, ça permettra forcément d'éviter des impacts, puisque bah, on en a parlé, hein, il y a des impacts sur les espaces. Mais en tout cas, bah, ne serait-ce que sur la rupture des continuités écologiques ou des choses comme ça, ou sur la préservation d'habitat,
Bon, je me demande s'il n'y a pas un peu un aspect comme ça qui serait à creuser. Mais voilà, je me lance sans filet. Vous vouliez réagir, Mathieu Grosjean? Ouais, enfin, oui, après, effectivement, non, c'est comme c'est un peu mon métier, forcément, ça. Ça me parle, ça m'interpelle. Pour tous les projets qui sont soumis à étude d'impact, donc là, on est dans le code de l'environnement et donc à l'autorisation environnementale au sens large, vous avez l'obligation de démontrer que la solution que vous avez retenue est la meilleure, notamment du point de vue environnemental. Donc, c'est ce que nous dit le code de l'environnement. Donc, évidemment, tout est dans le notamment, et c'est là que vous avez quand même l'obligation de justifier du parti que vous avez pris à la fois dans le positionnement de votre projet, dans les solutions que vous mettez en œuvre pour le construire ou l'aménager. Après, quand on choisit une solution plutôt qu'un autre, sans vouloir mégoter, mais on est plus dans le R que dans le E, en fait, quand on passe d'une solution en dur, une solution grise, à une solution fondée sur la nature. Donc, on peut travailler beaucoup et on le fait d'ailleurs, alors que ce soit soit sur l'infrastructure en elle-même qu'on va pouvoir remplacer par une infrastructure dite verte, donc une solution fondée sur la nature, soit en travaillant sur les à côté de l'infrastructure sur lesquelles on va faire de la réduction. Mais c'est loin de tout résoudre et je pense que ce qui est important, y compris en termes de GEMAPI, là on parle de lutte contre les inondations, passer d'une solution en dur, digue, à une solution dite fondée sur la nature, en tout cas je ne vois pas d'exemple où elle ne soit pas plus extensive dans la gestion des inondations que pourrait l'être un endiguement ou une canalisation. Donc, ce qui en soi peut être intéressant en termes de création de milieux, mais enfin, va consommer beaucoup de foncier. Donc, on en revient à la contrainte qu'on avait tout à l'heure. Et donc, on va remplacer des milieux en place par d'autres milieux. Alors, il reste à démontrer que les milieux qu'on va recréer sont à plus forte valeur écologique que ceux qui étaient en place et avec toutes les limites qu'on a évoquées précédemment dans la table ronde. Ok, super intéressant. Il y avait une question là-haut aussi. C'est juste un témoignage du Conseil national de la protection de la nature. On voit passer les différents projets d'aménagement du territoire, les projets les plus impactants finalement. Ça fait à peu près 300 dossiers par an. Et on peut dire que les SFN sont particulièrement absents. Alors absents, sur 300, on voit peut-être 5 ou 10 projets qui parlent de SFN. Je ne dis pas qu'ils appliquent à un vrai SFN, qui parle. Il y a un problème au niveau des porteurs de projets qui ne pensent pas, qui ne raisonnent pas comme ça, mais qui ont des contraintes politiques et financières. Donc, le notamment environnemental, il est aussi notamment économique et social. Mais ça veut aussi des bureaux d'études qui ne proposent pas forcément des solutions basées sur une expérience. Et l'expérience, on a juste besoin de temps pour prouver que ça marche, les solutions qu'on propose. Donc, à mon avis, ça va se faire progressivement avec des solutions validées avec le temps. Donc, il ne faut pas s'attendre à une explosion des SFN. Il faut s'attendre à des propositions avec des peut-être et avec du risque de succès ou d'échec. Mais effectivement, il y a un gros besoin de créer un retour d'expérience global pour bénéficier de tous ces échecs et réussites. Une question par rapport à ça. Quand vous recevez vos dossiers, est-ce qu'il y a disons, des règles sur l'établissement des dossiers? Est-ce que parmi ces règles, on ne pourrait pas dire quel est votre impact sur la biodiversité? Question subsidiaire, avez-vous pensé à des solutions fondées sur la nature? Ce serait une façon d'en parler un peu plus. En fait, dans les dossiers, il y a 3 conditions. Il y a les raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc, je pense que là, on peut jouer sur l'intérêt public majeur local. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres solutions? Il y a justement la deuxième condition, c'est sur les solutions alternatives. Donc là, il y a tout un champ de possibilités. Alors, avec des alternatives intéressantes financièrement, intéressantes écologiquement. Là, c'est le champ des possibles. Puis après, il y a la nuisance à la conservation des espèces. Mais ça, c'est centré espèces. Mais vous disiez qu'il y avait des entrées, une espèce, un habitat ou une fonction, mais très rarement. C'est l'entrée réglementaire. Pour l'instant, on n'a pas d'entrée pluridisciplinaire. Donc ça, c'est vraiment une piste d'amélioration forte. Bon, je pense que compte tenu de l'heure et de la fatigue que je pressens, on va peut-être remercier nos panélistes et nous en tenir là. Merci beaucoup à tous.